Go! Donc, bienvenue à notre dernière journée de React officiel. Aujourd'hui, on va regarder juste une méthode d'affichage qui s'appelle le Conditional Rendering. En gros, ça va nous permettre de gérer la décision d'affichage entre certains composants, dépendamment de l'état de notre application. La deuxième chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'utilisation de listes ou de tableaux de components pour être capable de faire ça de manière efficace, puis voir aussi comment est-ce qu'on peut facilement faire ça en React. Donc, quand même un petit cours aujourd'hui, puis on va terminer avec la présentation du projet. Fait que, on va commencer avec le principe. On va apporter des choses. Choui! OK? Donc, on va commencer avec le principe du conditional rendering. Donc, quand on travaille avec nos applications, donc ici, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va juste regarder le premier greetings. On va ouvrir notre petite application, comme ça, on va l'avoir à côté. Donc, on va regarder ce que ça donne. Puis, on va revenir en arrière, décortiquer de comment est-ce qu'on s'est rendu là. Donc, notre application aujourd'hui, c'est le principe d'avoir un component qui est affiché. Donc, si on s'en va voir notre greetings, on va voir qu'on a deux components principaux. Le user greeting qui dit welcome back, puis le guest greeting qui dit please sign up. Là, le principe, c'est que quand je clique sur le Python login, donc je clique, on voit que le component change. Donc, dépendamment de l'état de mon application, dépendamment si j'ai cliqué sur Login, là, on peut imaginer qu'il y aurait eu une boîte de dialogue avec le nom d'utilisateur puis le mot de passe, parce que ça vérifierait, puis il y aurait comme plein d'affaires qui se passent derrière. Mais le principe, c'est que je déclenche un événement, l'événement change l'état de mon application, puis à partir de cet état-là, je décide qu'est-ce que j'affiche. Donc, le principe, c'est de dire, dépendamment de l'état, je décide qu'est-ce que j'affiche dans mon programme. Donc, on va recréer ça. Moi, je vais me le mettre de côté. On va le recréer tranquillement. Comme ça, on va être capable de le voir grandir au fur et à mesure. Donc, ici, je vais m'en faire un nouveau que je vais appeler New Greetings. Puis à l'intérieur, on va avoir notre React. On va se créer nos deux affaires. Donc là, ici, puisque c'est des micro-components, qui ont juste un élément, mais ils n'ont même pas besoin de props, en fait, je déclare directement à l'intérieur, puis je vais déclarer mon component principal juste un petit peu en dessous de ça. Puis là, on a notre export default. Puis c'est toujours plus intéressant si j'ai le bon texte. Donc, si on... Puis juste pour l'instant, on va juste commencer avec le guest greeting. Dans notre app, on va appeler notre New Greetings. On va l'importer. On n'a plus besoin de ça là pour l'instant. Donc, en ce moment, juste pour voir le conditional rendering au fur et à mesure qu'on va le faire, là, donc j'ai juste un component dans mon app. Je peux même enlever mon fragment si on veut que ce soit plus clean. Hop. Donc j'ai mon new greetings. Dans le new greetings, qu'est-ce que ça fait? Ça renvoie un guest greeting. Fait qu'en ce moment, c'est please sign up. Là, ce que je veux faire, c'est être capable de gérer le principe que, dépendamment d'une variable quelconque, je veux être capable de gérer est-ce que ça l'affiche le guest greeting ou est-ce que ça l'affiche le user greeting. Donc, juste pour faire vraiment ça par étapes, on va se créer une petite variable. Puis, on va l'appeler isLoggedIn. Puis, on va dire que c'est à false. Flushing à false.
OK? Puis là, le principe, c'est que je peux utiliser les conditionnels normales pour décider qu'est-ce que je retourne. Donc, ici, je peux dire, ben, si c'est logged in, je retourne mon s'il n'est pas logged in, fait que celui-là, en fait, il va aller sur l'autre ligne. Donc, on a ici le principe de, OK, le new greetings, il peut retourner deux affaires différentes. Ça va dépendre de is logged in. S'il est logged in, ça va être le user greeting qui va être welcome back. Puis sinon, qui est en ce moment le cas, ça va être le guest greeting. Donc ici, on a le please sign up habituel. Si là, je vais y aller manuellement, là, juste pour voir que le conditional rendering est fonctionnel, si je le mets à true, je peux voir que mon élément change, puis ça devient welcome back. Donc, je peux utiliser des conditionnels pour décider qu'est-ce qui se passe dans mon application. Si on veut mettre ça un petit peu plus décomposé, hein, donc certaines pratiques nous disent qu'il faut habituellement juste avoir un return, là, OK? Fait que ce que je peux faire, c'est je peux me créer une variable intermédiaire. Voilà. Dire que je prends le contenu de cette variable intermédiaire-là, puis ce que je return, c'est la variable intermédiaire. Hein? Donc ici, si je change ça à false, je peux voir que ça garde toute la même fonctionnalité. C'est juste que j'ai décortiqué mon return pour avoir juste un return à la fin. Dans le return, il va y avoir soit le user greeting, soit le guest greeting, dépendamment de ce qui se passe avec mon is logged in. Fait que si on veut étendre cette fonctionnalité-là, donc ici, ce que j'aimerais avoir, hein, ce qu'on avait tantôt, c'est un bouton. Quand je clique sur le bouton, ben, ça change l'état du component qui est renderé. Fait que pour être capable de faire ça, il va me falloir un bouton, puis il va falloir que je gère l'état avec le bouton. Donc, quand on veut gérer un état quelconque, quand je veux gérer une variable, la chose qu'il faut qu'il clique quand je suis en React, c'est de dire, OK, puisque ça a rapport avec qu'est-ce qui est affiché, qu'est-ce qui est renderé, qu'est-ce qui est en cours d'affichage, je ne peux pas juste avoir une variable directement comme ça. Ce que je vais vouloir avoir, c'est un hook, hein, d'état, donc en utilisant le useState. Donc, je vais utiliser le useState, puis je vais dire ma variable initiale, ça va être false. On rajoute ça dans mon utilisation. Puis, le useState, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il me retourne un tableau avec deux éléments qui me permet de dire j'ai la variable elle-même, puis de l'autre côté, j'ai la fonction qui va me permettre de modifier l'état. OK? Donc, en ce moment, c'est le même principe que j'avais tantôt. C'est juste que j'ai maintenant la capacité d'utiliser le set isLoggedIn pour changer d'état. Parfait. C'est quoi notre prochaine étape? Hein? Fait qu'en même temps, ici, on revoit un peu ce qu'on connaissait, là. Donc, je veux être capable d'avoir un bouton. Puis, quand je vais cliquer sur le bouton, je veux être capable que ça change le contenu de isLoggedIn. OK? Donc, je vais vouloir avoir un bouton. Fait que je peux ici le faire à différents endroits. Nous autres, on va rajouter ça en haut de notre greeting. Fait que j'ai mon greeting. J'ai dit j'ai mon greeting. Là, puisque c'est plus juste greeting que j'envoie directement, ça va être à l'intérieur de JSX. Si je veux avoir le contenu de ma variable, ça ne sera plus greeting directement. Ça va être entre accolades. On ferme ici la parenthèse. Parfait. Donc, on a le greeting. Puis après, en haut ou en dessous de ça, je vais avoir un bouton. Fait que, on va se créer un petit bouton.
j'ai déjà React Bootstrap d'installer. Ça pourrait être un bouton normal, mais on va faire un petit bouton React Bootstrap pour que ce soit plus beau. Parfait. Fait que on va ici, mettons, écrire login. Puis si on regarde ici, on a maintenant notre feuille avec le bouton. Bon, quand je clique dessus, il se passe fuck all en ce moment parce que j'ai rien qui me précise qu'est-ce qui se passe dans mon bouton. Hein? Donc, comment je fais pour associer un événement au bouton? On avait vu qu'on avait l'attribut onClick, hein, qui me permet d'avoir une fonction quelconque qui va être déclenchée quand je vais vouloir le faire. Donc là, je pourrais l'écrire directement là-dedans, mais je peux le faire à part puis insérer ça après. Donc, on va utiliser qu'est-ce qu'on connaît avec les arrow functions. Fait qu'on va l'appeler, mettons, genre toggle login. Puis on va dire que c'est une fonction qui ne reçoit aucun paramètre. Puis son principe à lui, c'est que je prends setIsLoggedIn, puis je fais l'inverse de isLoggedIn. J'ai maintenant une fonction qui, quand je l'appelle, inverse le contenu de isLoggedIn. Fait que je peux maintenant insérer cette fonction-là ici. Puis, juste avec ça, quand je clique, je peux voir que ça change de place. OK? Une dernière petite chose, en ce moment, ça, c'est pas une bonne pratique. OK? De prendre directement l'état, OK, puis de l'utiliser à l'intérieur de set avec ce qu'on va faire dans le futur, OK, avec les éléments asynchrones qu'on va utiliser. On va vouloir éviter ça. Ce qu'on va vouloir faire à la place, c'est on va refaire la fonction. Même principe, mais le setIsLoggedIn, à la place de juste recevoir la nouvelle fonction, on va pouvoir lui envoyer une fonction qui va recevoir l'ancien état puis qui va pouvoir l'utiliser à l'intérieur de celui-ci. Donc, le principe ici, c'est que quand on a des éléments synchrones, on ne sait pas à quel moment quel élément va être déclenché ou à quel moment notre set va être fait. Donc, on ne peut pas se baser sur cet état-là courant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être mis à jour. On veut utiliser donc la fonctionnalité de setIsLoggedIn qui nous permet, à la place d'envoyer le nouvel état, d'envoyer une fonction qui reçoit l'ancien état puis qui va retourner le nouvel état. Donc là, je suis supposé de faire une nouvelle fonction. Fait que je peux appeler ça ici previous. Attends, ici en tabarouette, tu sais qu'on s'en va. Hein? Fait que juste ici pour bien décortiquer les choses, toggleLoggedIn, c'est une fonction qui ne reçoit rien et qui fait à l'intérieur un setIsLoggedIn. Le setIsLoggedIn, il reçoit comme paramètre une fonction avec un paramètre, okay, qui est le previous state. Puis cette fonction-là va être notre gestion. Où c'est que là, on dit, ben en fait, je peux l'écrire juste sur une ligne. Qui va être l'inverse de previous state. Puis de même, si on a bien agencé, on peut directement l'écrire comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc ici, ça peut porter à confusion au début, là, surtout quand tu naisses différentes fonctions à l'intérieur. Donc, on peut bien voir ici, on a le constLogin qui est une fonction. Donc, si on l'écartille, là, OK? Puis, le value de celui-là,
c'est qu'on renvoie le previous state. Donc, toggle logged in, c'est une fonction qui fait set logged in. Set logged in, c'est une fonction qui reçoit une fonction. Puis cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu de l'état précédent, puis elle l'inverse. C'est notre version, OK, bonne pratique pour modifier les états. Une question? Oui. Mais d'abord, est-ce que prev state, c'est le nom que tu as donné, ça aurait pu être n'importe quoi ou il faut que ça soit ça, le nom? C'est l'ordre des paramètres qui est toujours important. OK. Quand c'est entre parenthèses. Fait qu'effectivement, j'aurais pu l'appeler ancien logged in, ça aurait tout aussi bien marché. OK. Ici, c'est juste le nom qui est automatiquement donné par mon éditeur. Comme quand tu le fais parce qu'il sait que c'est cette fonction-là que tu essaies de faire. Fait qu'il te donne ce nom-là juste pour te auto-compléter la chose. Mais tu peux le mettre à qu'est-ce que tu veux. Si on pourrait dire que c'est dev is logged in. OK, ouais. C'est un état précédent. Exactement. Donc, mais ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est prev is logged in, c'est une méthode ou c'est une valeur? Ici, c'est que le set is logged in, OK? Ouais. Il y a deux manières de l'utiliser. OK. Une qui est, je t'envoie juste directement la version du nouvel état. Ouais. OK? Ou sinon, je t'envoie une fonction. OK. Cette fonction-là reçoit comme paramètre l'état précédent. OK. Puis toi, tu dois me retourner l'état courant. OK. Fait que, ici, j'utilise la deuxième version qui me demande donc d'envoyer une fonction à set is logged in. OK. Puis cette fonction-là a comme premier paramètre l'état précédent. OK. Fait que j'écris la fonction en disant j'ai une fonction qui a un paramètre. Le premier paramètre dans l'API, dans la documentation, ça dit que c'est l'état précédent. Donc, je peux l'utiliser pour retourner l'état courant, que nous, on veut juste l'inverser. D'accord. OK. Puis on va savoir, on va voir l'utilité de cette approche-là. J'ai déjà une idée, là. Ça nous permet de faire beaucoup plus de manipulation. La problème ici, c'est que ça va nous éviter d'avoir des bugs bizarres de synchronisation. OK. Parce que là, ça va pas si pire parce que je suis en train de comme cliquer sur des affaires. Là, Puis les délais, c'est des délais humains, là, fait que ça va très bien. Mais quand on va commencer à faire des actions et des fonctions asynchrones, des fois, ça se peut que les délais entre les différentes actions sont très minces. Puis à ce moment-là, React, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va attendre quelques millisecondes, il va ramasser toutes les modifications puis il va les mettre en même temps en affichage. OK? OK. Fait que ça veut dire que la valeur qu'il y a dans cette variable-là, c'est pas nécessairement parce que cette variable-là est juste mise à jour quand on rafraîchit l'affichage. Fait que si, admettons, je cliquerais de manière infiniment vite 3 fois sur le login, OK, ou sur un +1 d'un counter, ça invoquerait 3 fois le set is logged in, mais les 3 fois, ça prendrait la même valeur false qui est la valeur courante quand j'ai pesé. OK. Parce qu'il n'est pas en train de mettre à jour, tu sais. OK. Fait que ce genre de problème de synchronisation-là, c'est des problèmes qui sont extrêmement difficiles à débugger. OK? C'est justement pour ça que le hook nous donne et nous dit d'utiliser cette fonctionnalité-là, parce que derrière, il y a plein de choses qui se passent pour s'assurer que ça prend l'état où c'est qui est rendu après tous les autres sets qu'il aurait dû faire, même s'il n'était pas en train de mettre à jour en temps réel. OK. Fait que en gros, c'est des pratiques pour s'éviter des problèmes durant les fonctions asynchrones qu'on va commencer à faire, surtout quand on va commencer à communiquer avec des serveurs et ainsi de suite. OK. En ce moment, ça ne changerait rien dans l'application avec un Python login avec juste un état, mais plus tard, ça va devenir hautement et rapidement problématique. Fait qu'on est mieux de prendre la tournure tout de suite, mettons. OK. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça de même. On
l'a fait. Donc, on peut voir ici que c'est toujours fonctionnel. Okay? Donc, on a le toggle logged in qui va faire la chose, puis on voit que ça marche toujours là, okay, avec la nouvelle version. Dernière chose qui serait intéressante, puis juste pour bien voir jusqu'où on peut pousser les choses avec le conditional rendering, c'est le Python login. Okay? Donc, quand je clique sur login, okay, j'ai mon pli Sana, je cliquerai sur login. Ben, quand j'ai mon welcome back, je m'attendrais à ce que ça ne soit plus marqué login. Je m'attendrais à ce que ce soit marqué logout, hein, parce que je suis couramment logged in. Donc, si je veux changer cet élément-là, du nom du texte à l'intérieur, je peux même y aller directement dans l'affichage du bouton, puis utiliser les expressions en JSX. Hein. Quand on veut afficher quelque chose qui est dans une variable, je peux utiliser les accolades. Hein. Puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça va être évalué sur le moment même. Donc, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est à l'intérieur de ça, avoir une conditionnelle. Si logged in est à true, je veux que ça marque logout. Hein? Donc, si je suis logged in, je veux que ça marque logout. Sinon, je veux que ça marque login. Donc, quand on a des petites expressions conditionnelles comme ça, on peut utiliser l'opérateur ternière de conditionnel, qui est le point d'interrogation puis le 2 points. En gros, c'est une expression qui a besoin de 3 composantes. La conditionnelle, donc je dis, je vais regarder le is logged in. J'utilise le point d'interrogation. En gros, ça fait comme un if de du premier élément. Puis là, ça dit, si c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que ça soit? Qu'est-ce que ça va être le retour de ça? Fait que je veux que ça soit logout. Puis sinon, je mets un 2 points après. J'ai le retour si la condition est fausse. Fait que si j'essaie ça, je peux voir que j'ai mon pli sign up. Okay, je peux cliquer sur login. Puis quand je clique sur login, ben, je peux voir que ça devient logout automatiquement. Donc, on s'est créé un petit Python de login, logout avec du conditional rendering. Donc, on peut utiliser les conditionnels, okay, comme dans le début de notre bout de code, décider, dépendamment de conditions, qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on peut utiliser des choses qu'on aurait sauvegardées dans des variables à l'intérieur de notre tour où c'est qu'on a notre JSX qui construit tous nos éléments. Fait que ça, c'est notre premier sujet de la journée, le conditional rendering. Encore une fois, l'exemple que je viens de faire ici, n'oubliez pas, il est sur Teams, okay? Donc quand on est dans notre équipe, on peut aller dans l'onglet Files, okay? On a un dossier Class Materials, puis à l'intérieur, j'ai tous les exemples du cours. Donc, si on veut voir l'exemple d'aujourd'hui, j'ai le Conditional Rendering, où c'est qu'on a le Greetings qu'on vient tout juste de faire. Deuxième sujet de la journée, ça va être l'utilisation des listes, okay? Donc, en gros, de tableaux d'éléments à l'intérieur de notre projet. Donc, je vais sortir ça pour le refaire avec vous, encore une fois. Je vais mettre ça ici. Parfait. Donc, on a notre app, on avait New Greetings, puis là, on va se faire un nouveau qui va être New List Keys. OK, on a React, on l'appelle Keys. On exporte ça. Puis on retourne en ce moment, mettons. Ici, le principe, c'est de dire on va avoir une liste. Puis à l'intérieur de la liste, je vais mettre différents éléments. OK? On va retourner dans notre petit tab, puis à la place de New Greetings, on va faire New List Keys. Excellent. Fait qu'on part de ça.
Donc, le principe ici, c'est de dire, OK, j'ai ça ici, je reçois, donc j'ai un unordered list, c'est du JSX avec du HTML, là, puis j'ai des list elements, hein, le LI, qui va me dire chacun, list item en fait, là, qui va me dire, OK, ben, j'ai chacune des valeurs, une à la suite de l'autre. Là, le principe, c'est qu'à place de faire ça comme ça, puis parce que là, c'est statique complètement, là, c'est un petit peu plate, si j'aimerais savoir ça dans un tableau, hein, de valeurs, puis que j'affiche ces différentes valeurs-là dans cette liste-là. Comment est-ce que je fais ça? Puis, qu'est-ce qui est important quand je suis en train de faire des listes? Donc, on va commencer avec une version boboche. Puis, on va appeler ça de même. Puis, on va les mettre là-dedans. Fait que là, le principe, c'est à la place d'avoir directement les valeurs comme ça, ben, j'aimerais ça avoir quelque chose qui utilise values. OK? Donc, ici, something values pour que ça l'affiche la même chose. Hein? Mais en prenant ça de notre tableau. Donc, pour être capable de faire ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est un tableau de éléments JSX. OK? Donc, quand je suis en React, je peux créer des tableaux d'éléments JSX, puis ils vont automatiquement être représentés avec une déconstruction du tableau élément un par un. Donc, ce que je peux faire ici, c'est me faire un petit tableau. Ça. Puis, à l'intérieur du tableau, je peux ici, comme ça. Je ne l'ai pas écrit correctement. Ce que je peux faire, c'est values. Ben là, ici, il y a 50 manières de le faire. Là. Mettons qu'on commence avec juste le plus direct, puis qu'on va comprendre. Puis après ça, on va itérer sur les manières de faire pour voir comment travailler avec les tableaux en JavaScript. Fait que je peux dire values.length. Hein? Donc là, ici, c'est vraiment la boucle standard. J'ai un compteur, le compteur commence à 0. Tant que le compteur est plus petit que la taille de mon tableau, je fais des choses. Fait que là, ici, je peux pusher à l'intérieur le LI, puis à l'intérieur de ça, je peux mettre values de I. OK? Donc, ça ici, ce que ça crée, c'est que ça me crée un tableau. Dans le tableau, je vais pusher des éléments, donc je vais rajouter des éléments au tableau. Puis pour chacun de ces éléments-là, je mets un LI avec la valeur du tableau. Fait que à ce point-ci, si à la place de ça, je mets mon tableau de valeurs, on devrait voir qu'on a déjà qu'est-ce qu'on recherche. OK? Donc, ici, il y a certaines lacunes par rapport à ça. Il y en a une grosse puis une petite de plus d'efficacité. Fait que la première grosse problématique, on va pouvoir l'avoir avec notre inspecteur. Fait que là, j'ai ouvert l'inspecteur. Come on. Puis je vais. Donc, si on regarde ici, on va voir que quand on génère ça, on a un warning. OK? Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est chaque enfant d'une liste devrait avoir une propre key. Donc, le principe ici, c'est que quand React est en train de faire son affichage, puis que nous, on y a envoyé un tableau d'éléments, à chaque fois qu'il va avoir une modification à ce tableau-là, il faudrait qu'il rafraîchisse tout le tableau. Fait que là, c'est pas super si on a juste 3 valeurs, mais si on en a 50, si on en a 50 000, ça peut devenir hautement problématique
d'avoir un tableau qui a juste une valeur change, puis comme il faut tout rafraîchir notre affichage. Donc, qu'est-ce que lui, il a besoin d'avoir? C'est en gros des indices, okay? Donc des identificateurs uniques, un peu comme quand on travaille dans une base de données, puis que pour chacune des tables, il faut avoir un primary key là, qui vient avec. Donc, quelque chose qui va permettre d'identifier mes éléments pour que on puisse les retrouver facilement puis savoir, OK, bien, c'est juste lui qui a été modifié, c'est juste lui que j'ai besoin de mettre à jour. Donc, pour être capable de faire ça, dans les différents éléments, il va falloir envoyer une prop qui s'appelle key. Fait qu'en ce moment, l'élément qui est répété plusieurs fois, hein, c'est notre LI ici. Donc, ce que je peux faire ici, c'est rajouter une clé, donc une propriété clé. Puis, tout ce que je peux faire, c'est rajouter notre compteur qu'on a déjà. OK? Donc, ça va être le nombre, ça va être le compteur. Ça va me donner une propriété qui est unique, hein, puisque ça va pour venir. Puis après ça, on peut voir que durant le rafraîchissement, tout a bien été. On était bien beau avec ça. Là, ce que vous allez voir, c'est une autre manière de créer le tableau à la place. Donc, la création du tableau avec un compteur, un tableau vide, puis des pushs, c'est pas la manière la plus efficace de créer ce genre de tableau-là en JavaScript. Donc, ce qu'on va utiliser à la place, c'est la fonction map de JavaScript. On va sortir ça juste pour qu'on puisse voir ce que ça veut dire. Dictionnaire? Oui. Est-ce qu'il y a une... Je suis en train de sortir la documentation. Y a-t-il une question pendant ce temps-là? Ouh! Donc, la fonction map, le principe, c'est que quand j'ai un tableau quelconque, puis je veux parcourir chacune des cases du tableau, pour chacune des cases du tableau, je veux appliquer une fonction, prendre le retour de cet élément-là, puis d'avoir un nouveau tableau avec ces nouvelles valeurs-là, je peux utiliser le map. Donc, le but de map, c'est d'avoir un tableau de la même taille qu'un tableau initial, mais en ayant passé une fonction de transformation sur chacun des éléments. Donc, ici, c'est ça qu'on veut faire, en fait, hein? Parce que j'ai un tableau de valeurs, hein? Donc de valeurs numériques. Puis moi, ce que je veux, c'est un tableau de JSX LI avec le contenu de la valeur. Donc, que j'utilise, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais que moi, après ça, je peux l'utiliser comme j'ai besoin. Donc, on peut utiliser la fonction map pour être capable de faire ça. Donc, si je regarde comment est-ce que ça marche, la fonction map, on peut voir ici, bon, j'ai un array quelconque, un tableau quelconque. J'appelle la fonction map. La fonction map prend une fonction comme paramètre d'entrée. Donc, il va falloir que je crée une fonction dans la fonction map pour me dire c'est quoi la fonction transformatrice. Puis, cette fonction transformatrice-là, qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Elle a la valeur courante du tableau. Puis, facultativement, on peut avoir l'index puis le tableau. OK? Donc, juste si on regarde l'exemple ici, là. Donc, j'ai un tableau avec des valeurs dedans. J'utilise à partir de ce tableau-là la fonction map. La fonction map prend une fonction à l'intérieur. Okay? Donc, reçoit une fonction qui va être la fonction de transformation. On a vu qu'on a le arrow function qui est ici. Donc, ça prend la valeur courante. Puis, qu'est-ce que ça fait avec la valeur courante? Ça retourne la valeur courante multipliée en deux. Donc, dans cet exemple-là, la transformation que je vais avoir, c'est un tableau qui va avoir le double de chacune des valeurs. Donc, si je regarde ici, c'est 1, 4, 9, 16, bien, ça donnerait comme retour 2, 8, 18, 32. Tu sais. Fait que moi, je veux utiliser ce principe-là pour remplacer ça. On va mettre ça en commentaire. Block comment.
Fait que moi, je veux partir de mon tableau values, faire un map, puis prendre une valeur initiale, fait que value, puis dire pour cette valeur-là, j'ai besoin d'avoir un LI, puis à l'intérieur du LI, je vais avoir le value. OK? Donc, si on a notre version initiale, là, OK, on a un tableau qui est basé sur notre tableau initial de valeurs avec lequel on applique la fonction map. La fonction map, encore une fois, c'est de dire je veux un tableau de même taille que le tableau initial, où c'est que je prends chacune des valeurs initiales, je la transforme, puis je fais un nouveau tableau avec toutes les réponses de ces éléments-là. Donc, ici, à partir de la valeur initiale, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un LI avec la valeur initiale. Fait que je peux voir ici que c'est fonctionnel, OK, je rafraîchis, ça marche, mais on revient avec notre problème de tantôt, où c'est que notre LI en ce moment, ben, il est comme, ouais, tu ne m'as pas donné de qui, hein? Fait qu'en ce moment, si on a besoin de le rafraîchir, ce ne sera pas efficace, ça soque ton affaire. Donne-moi une clé quelconque. Là, la problématique, c'est qu'on avait utilisé comme clé l'index ici. Là. Ben, si on regarde notre fonction map, comment elle marche, donc, on avait dit, on a notre tableau, on a la map, on a la fonction, puis dans la fonction, comme premier paramètre, on a la valeur courante, hein, donc notre current value, c'est le value ici. Bien, on peut avoir d'autres paramètres possibles à cette fonction-là. Comme deuxième paramètre, je peux rajouter l'index. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma fonction, à place de juste recevoir valeur, je vais aussi recevoir l'index. Puis, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser cet index-là dans mon projet. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça me donne la bonne affaire, puis j'ai aucune erreur. Oup, oup. Donc, on est capable de créer des listes d'éléments que je vais pouvoir faire afficher ensuite dans ma partie JSX. La manière la plus typique, c'est de partir d'un élément quelconque, de faire la fonction map dessus, puis après ça, d'avoir les différentes informations à l'intérieur. Donc, si je veux aller, mettons, un niveau plus loin, là, puis dire, bien, ce component-là, évidemment, je ne sais pas ça va être quoi les différentes valeurs que je veux avoir. Hein. Sûrement que ça va être une propriété hein, que je vais vouloir. Fait qu'ici, je pourrais avoir à la place un values qui est utilisé ici. Puis là, rendu dans mon app, bien là, c'est à moi de dire que mes values, c'est un tableau avec différentes valeurs dedans. Puis ça les affiche comme on voulait tantôt. Donc, on reçoit des valeurs, on prend ces valeurs-là, on les transforme en JSX, une liste de LI, puis cette liste de LI-là, je les retourne à l'intérieur de mon unordered list pour que ce soit affichable facilement et convivialement. Good. Fait que ça, c'est les deux affaires qui nous restaient pour avoir fait le tour des bases de React. Fait que, à ce point-ci, on a tous les fondements nécessaires pour être capable de créer des applications React. Donc, on a vu le principe de components qui nous permettait de compartimentaliser chacune de nos parties d'application. On a vu le principe d'envoyer des props à des components pour être capable d'envoyer de l'information en lecture seule. On a vu le principe de state qui me permet de gérer un état qui va bouger à l'intérieur de mon application. On avait vu les hooks hein, qui me permettaient d'utiliser le state avec des functional components. On avait parlé que quand on travaille avec les components, on peut soit les faire en classe, soit les faire en fonction, puis que la manière moderne de faire les choses, c'est à travers les fonctions, puis
puis les différents hooks. On avait vu qu'on pouvait importer puis installer différents components qui venaient de librairies externes pour pouvoir les utiliser. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Si on regarde, si on regarde ici, là, si on regarde les principes fondamentaux, pas mal tout là-dedans devrait nous dire quelque chose. Moi, j'ai gardé les deux derniers éléments de côté parce que c'est des affaires plus avancées durant du développement. Mais bon, on a vu le principe de JSX, on a vu le principe du render, on a vu les différents composants de leurs props, on a vu leurs états, on a vu comment gérer des événements avec les on-click, avec des handlers qui venaient avec. On vient de voir le conditional rendering, on vient de voir les différentes listes avec leurs clés, on a vu comment avoir des formulaires, puis on a vu comment élever l'état pour être capable de gérer d'une manière plus globale les événements. Puis avec ça, ben, on a passé à travers qu'est-ce qu'on avait à voir en React. Donc, ce qui nous reste à regarder aujourd'hui, ça va être le travail à faire okay, pour les 2 prochaines semaines. Donc, on va mettre ça de côté. OK, parfait. Premièrement, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne comme projet. Okay, je vais partir l'application. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se prendre pour des vrais professionnels, OK? Puis, on va créer une application qui va gérer une urne de vote, OK, durant une élection. OK? Donc, aux États-Unis, ils font ça. C'est des petits ordinateurs qui font ça. Nous autres, on va voir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire ça. Donc, le principe, c'est qu'on a une application qui me permet de commencer avant puis d'ajouter différents candidats. Fait que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme candidat. On va mettre rien. Donc, je peux rajouter différents candidats. Une fois que j'ai rajouté tous les candidats que je veux, là, je peux commencer le vote. Okay? Donc, je clique sur Start Vote, puis je peux voir ici qu'à ce point-là, on change l'état de mon application. Je suis en train d'avoir la même liste, mais à ce point-là, je peux décider de voter pour différentes personnes. Donc, on peut, à ce point-là, cliquer sur les différents pitons de vote. Fait que je vote pour Aria, on vote pour Ned, on vote pour Aria, puis Cersei, soudainement, il y a plein de monde qui ont été payés, qui viennent, puis qui décident de voter pour elle. Une fois que tous les votes ont été passés, je peux arrêter le vote. Puis, à ce point-là, ça me permet de savoir combien de personnes ont voté pour qui, puis qui est le gagnant de l'élection. C'est ça qu'on a besoin de faire pour le nouveau projet. Ici, premier point important. Donc, on va sortir le lien pour être capable de le faire. Ça. Donc, je vais poster ça sur Zoom. Je vais poster ça dans Teams. Puis, quand vous allez aller sur celui-là, il va y avoir quelque chose de nouveau ici. Là. OK? Là, il va falloir décider d'un nom d'équipe. OK? Ça peut être juste le nom des personnes qui vont être en équipe, là, ou sinon vous donnez un nom fancy. Mais le principe, c'est que quand vous allez arriver sur cette page-là, à la place de juste copier le repo à l'habituel, ça va vous demander, OK, est-ce que vous voulez faire partie d'une équipe ou est-ce que vous voulez créer une équipe si votre équipe n'est pas dans la liste? OK? Donc, ici, puisque je n'ai pas encore de coéquipier, je peux me faire mon Create Team, puis là, ça va me créer le repository. Fait que là, vous, si vous allez sur le site après ça, vous... ici, si on revient... Ici, je pense que je ne pourrais pas le revoir, par exemple, parce que je l'ai déjà créé. Oui, c'est ça. Fait que à ce moment-là, moi, je dis, OK, ben je l'ai déjà fait.
avec cette team-là. Fait que si vous ne l'avez pas, si votre autre membre de coéquipier va l'avoir déjà fait, il va falloir qu'il clique sur la bonne équipe pour rentrer dans la bonne équipe à la place d'en créer une nouvelle. Fait que là, en tant que membre d'équipe, regroupez-vous, décidez un nom de membre d'équipe pour savoir que vous faites les choses correctement. Okay? Parce que sinon, il va falloir recréer le repo et ainsi de suite, puis ça va être fatigant. Donc, avant la fin de la journée, j'aimerais ça que tout le monde aille créer le repo du projet puis que ce soit dans la bonne équipe. Fait que moi, à la fin de la journée, demain, là, je vais regarder en matinée là, que tout le monde est dans des équipes. Si ce n'est pas le cas, je vais commencer à vous crier après puis vous demander qu'est-ce qui se passe. À partir de là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? On a notre README habituel. Mais cette fois-ci, je n'ai pas créé d'application par défaut. OK? Donc, là, ça va être à vous d'aller à l'intérieur de ça puis de créer une application qui va être avec notre NPX Create React App habituel. OK? Donc, je veux que ça ait la même arborescence que pour tous les autres projets. Vous allez voir, ça va créer quelques petites angoisses puis quelques petits problèmes. Je vous laisse vous amuser avec cette partie-là. Mais à l'intérieur, on va avoir les instructions habituelles. Donc, qu'est-ce que c'est supposé de faire, des requis techniques, OK? Puis, pour celui-là, il va y avoir des critères d'évaluation. Oui, Sébastien? C'est des équipes de combien qu'il faut faire? De 2. Il peut y avoir une équipe de 3. OK? OK. Parce qu'on est 11. Fait que des équipes de 2, ça... Si je fais un petit rapide de 11 modulo 2, là, ça ne me donne pas un chiffron. Non, c'est ça. Fait qu'il y a une équipe de 3. Je vous laisse faire des équipes. Si d'ici demain midi, les équipes ne sont pas encore faites, moi, je commence à mettre du monde dans des équipes. Fait que vous décidez c'est qui vos équipes. Puis si ce n'est pas fait d'ici demain, moi, je commence à arbitrairement faire des choses. C'est beau. Merci. Donc, pour l'évaluation de ça, en gros, ça va être comme des paliers de fonctionnalité. Donc, par défaut, en fait, le minimum viable, le MVP, le Minimum Viable Product, il faut avoir que l'application ne gère pas nécessairement l'étape à laquelle on est rendu, mais il faut être capable d'avoir des ajouts de candidats. Il faut être capable d'avoir la liste de candidats avec leur nombre de votes, puis d'être capable de voter pour, puis la déclaration d'un gagnant. Donc, même si tout est sur la même page, tant qu'on est capable de tout faire les actions, c'est le minimum pour avoir une note de passage. Une fois qu'on a ça, on peut essayer de travailler pour avoir une étape, un palier additionnel qui me demande d'avoir la gestion des étapes. Donc, la gestion des étapes, c'est... J'ai un grand chien. Donc, pour la gestion des étapes, le principe, c'est de dire je veux afficher mes components de manière conditionnelle à où je suis rendu dans mon vote. Donc, comme première étape, il va y avoir la gestion des candidats, où c'est que je peux juste ajouter les candidats. Comme deuxième étape, il va y avoir la partie de vote. Puis comme troisième étape, il va y avoir l'affichage du gagnant. Puis, la dernière chose, le dernier palier possible, okay, donc ça, le palier 2, c'est où c'est que je m'attends à ce que vous soyez capable en tant qu'étudiant moyen. Okay, donc, le palier 1, c'est le MVP, c'est note de passage. Palier 2, c'est OK, on a écouté, on a fait tous les travaux, on est capable de se rendre jusque-là. Palier 3, là, on va aller chercher des choses que je ne vous ai même pas parlé durant la partie de React. OK? Donc, si vous avez fini le palier 1 puis palier 2 avant genre samedi, ce samedi, c'est le temps de passer à l'étape 3. Donc, dans l'étape 3, ce que je vous demande, c'est d'avoir des transitions, okay, qui vont être comme... Là, j'ai mis le GIF, mais on dirait que le GIF, il ne partait pas. Pourquoi il ne partait pas? Il aurait parti. OK. Fait que si on regarde quand... Ici, je vais vous donner un exemple de à quoi c'est supposé ressembler. Si vous regardez quand on va cliquer, mettons, sur le Start Vote, là, donc là, je suis en train d'ajouter les différents candidats. OK, ça va bien.
si on regarde quand je clique sur le Start Vote, les boutons apparaissent. OK? Donc, attends, je vais le remettre dans mon... Je ne sais pas si mon application à moi va être plus intéressante. Donc, quand je pars mon application, là, on peut voir que les boutons ont des animations qui sont gérées avec. Sébastien, as-tu encore une autre question? Je ne sais pas si tu avais remonté, rebaissé ta main. Je pense que j'avais répondu. Ouais, c'est quoi la date limite pour le travail? C'est dans 2 semaines, donc avant le 24, le 13 mai à 11 h. OK? OK, j'avais oublié de noter qu'au début. Donc, c'est marqué littéralement sur GitHub. Ah, OK, ben je vais le savoir. Fait que, même si tu t'en souviens pas, tu peux... OK, merci. Parfait. Fait que, ouais, quand... OK, je rajoute du monde, là. OK? Puis quand je clique sur Start Vote, on peut voir que ça disparaît, puis le End Vote réapparaît. OK? Donc, on veut des transitions. OK? Fait que là, il faut aller voir en React comment ça marche les transitions et ainsi de suite, comment est-ce qu'on est capable de faire ça. Puis, comme deuxième palier pour le extra, oui, Driss? L'animation, c'est du CSS? Derrière, c'est du CSS. OK? Donc, ici, là, je vais avoir des transitions. Fait que je fais React, Transition. Puis, soudainement, je peux voir qu'il y a plein de liens, dont ceux qui sont en mauve, quand moi, j'ai été voir moi-même comment le faire. Fait que, juste s'assurer que c'est du CSS. Derrière, c'est du CSS, mais tu n'as pas besoin de toi-même écrire du CSS. OK? Donc, avec juste des components en React, tu rajoutes les choses qui vont faire le CSS pour toi. OK. Merci. OK. Puis finalement, on a un requis logique où on dit, bon, quand on va avoir un ex-aequo dans notre projet. OK? Donc là, initialement, j'ai dit dans les requis, là, OK, on n'a pas besoin de gérer l'égalité. Bien, si on veut avoir le bonus, il faut être capable de gérer l'égalité. Où c'est que quand on affiche le gagnant, bien, on dit qu'il n'y a pas de gagnant ou sinon il y a une égalité entre telle et telle personne. Là, je vous laisse préciser des modalités de la gestion de ça. Fait que c'est ça, votre projet React pour l'étape. Encore une fois, 2 semaines pour être capable de faire ça. Donc, n'oubliez pas que moi, je reste disponible pas mal en tout temps, OK, pour répondre à vos questions par rapport à ça. Nous, par exemple, après ça, on va passer à d'autres éléments. Hein? Donc, demain, on voit les requêtes asynchrones, puis à partir de la semaine prochaine, on va commencer à voir comment faire un serveur à partir de là. Fait qu'en gros, comme on a toutes les informations, on est capable de faire le projet, puis quand on va avoir fini ce projet-là, ben, on passe au deuxième projet qui va être une application complète avec un serveur, puis une petite application React qui va venir avec. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions générales avant que je vous laisse déterminer vos équipes, commencer le projet, partir votre application React, ou on n'est pas pire? Est-ce que comment est votre niveau de voyons. À quel point vous pensez être capable de faire le projet? Est-ce que ça semble impossible, possible, difficile? On a 2 semaines pour faire ça? Ouais. Impossible, mais faisable. C'est pas pire. 2 semaines, ouais, habituellement, c'est en considérant que vous travaillez une ou 2 heures par jour dessus, là, dans le temps que vous avez. Là. Parle de la prof qui a compris. Ben, comme je regardais, si moi, j'ai 3 cours par semaine, puis que vous avez 1 ou 2 autres cours à 3 cours par semaine, ben il ne vous reste plus beaucoup d'heures dans la semaine. Ouais. C'est pour ça aussi que je vais mettre de l'emphase sur des moments à l'intérieur de nos périodes de cours où c'est que vous allez pouvoir travailler pour être certain que vous avez le temps de travailler là-dessus.
Moi, j'aurais une question, mais ça concerne React, mais ça concerne pas tant le cours. Ben, c'est les meilleures questions, ça. C'est à propos de notre projet. On a travaillé sur un composant toute la journée, mais il y a une chose qui fait pas comme je veux, peu importe la façon que j'essaie. OK. Ben, je vais arrêter l'enregistrement, puis on ira voir ça plus en détail ensemble. Cool, merci. Fait que, on va clore ça pour aujourd'hui.